Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast aujourd'hui dédié sur l'ingénierie industrielle chez GF Piping System. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acide sulfurique et qui de mieux placé que notre expert Tonino Lamponi. Bienvenue Tonino. Merci. Donc, l'acide sulfurique, en deux mots, c'est quoi? L'acide sulfurique est un acide fort. Il est inodore, incolore, il a une densité de 1,8. Mais une de ses caractéristiques principales est le fait que l'acide sulfurique adore l'eau, est un dessicant très fort. Donc, si on le compare par exemple à l'HCl, l'HCl est aussi un acide fort, au-dessus de l'acide sulfurique et de l'HCl, on retrouve les superacides qui ne sont pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Mais si, par exemple, vous êtes brûlé par de l'acide chlorhydrique, les brûlures occasionnées par l'HCl seront beaucoup moindres que l'acide sulfurique. L'acide sulfurique a ce pouvoir de capter l'humidité et donc va capter l'humidité de votre corps et entraîner des brûlures extrêmement graves. Il faut donc retenir que le mélange d'eau et d'acide sulfurique provoque des réactions exothermiques extrêmement fortes, mais également très violentes. La violence de cette réaction est énorme. Il faudra donc prendre d'énormes précautions lorsque l'on va diluer de l'acide sulfurique. Pour information, lorsqu'on fait une dilution, on met l'acide dans l'eau et jamais l'eau dans l'acide. La réaction est encore beaucoup plus violente. Donc, retenez dans un premier temps qu'on va diluer l'acide en la mettant dans l'eau. Ça répond un peu à ce phénomène de dilution. Pour rappel, l'acide sulfurique, c'est de l'H2SO4. L'H2SO4, c'est quoi? L'H2SO4 provient de l'hydratation du trioxyde de soufre, du SO3, et le SO3, c'est simplement du dioxyde oxygéné. Du SO3, c'est du dioxyde de soufre oxygéné. Donc le SO2, par oxygénation, donne du SO3. Le SO3, par hydratation, va donner de l'acide sulfurique. Il faut savoir que le SO2, c'est les rejets que nous émettons dans l'atmosphère qui est la cause des pluies acides. Donc, en deux mots, voilà ce qu'est l'acide sulfurique et les précautions qu'il faudra prendre lorsqu'on va le diluer. Ok, merci. Et dans quel cas est-ce que l'acide sulfurique est-il utilisé? Dans quelles industries, dans quelles applications? L'acide sulfurique est utilisé dans de très nombreuses applications, que ce soit dans les fabrications de batteries, dans, par exemple, l'engrais, dans le traitement d'eau, dans les corrections de pH, dans les process chimiques nécessitant de l'acide sulfurique pour arriver au composé final, dans les détergents, voire dans l'alimentaire. Donc, c'est un acide que l'on rencontre excessivement partout, sous sa forme. Il est livré sous la forme d'acide concentré, donc la concentration maximum de l'acide sulfurique, en ce qui nous concerne, est comprise entre 96 et 98%. Ok. Et quand on parle de dilution d'acide sulfurique, quels sont les plus grands défis qu'on peut rencontrer lors de ce processus? Quels sont les inconvénients à ça? L'inconvénient est de la dilution. La dilution en soi est un problème. La dilution doit se faire de la manière la plus correcte possible. Quand je dis correcte possible, il faut que ce soit un process qui soit continu. Ici, je parle de dilution en process continu, sans engendrer des réactions exothermiques, voire des montées de pression. Une réaction exothermique peut entraîner une mise en ébullition de l'eau, donc une mise sous pression de la tuyauterie, pouvant entraîner des ruptures aux soudures et également aux tuyauteries. C'est pour ce faire qu'il faut être relativement prudent lorsqu'on dilue, d'avoir tous les paramètres en main, que ce soit au niveau du piping, de la construction, de la sécurité, du choix des matériaux, ainsi que de la régulation et des points de mesure à mettre en place pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Et cela m'amène à ma prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on utilise du PVDF dans des composés d'acide sulfurique? On utilise généralement du PVDF, je dirais, dans un premier temps, pour l'acide sulfurique, pour la dilution, c'est le choix qui vient en premier lieu. Petit rappel néanmoins, le PVCU peut être utilisé pour le transfert de l'acide sulfurique concentré. Pour le PVCU, l'acide sulfurique, c'est un peu comme de l'eau. Il n'interagit pas, il a une excellente résistance chimique. Là, je fais un pas de côté en disant que le PVCU maintenant est un peu mis à mal pour ce type d'application, de par le fait que le PVCU est une structure à coller
et que la colle pour coller de l'acide sulfurique concentré est une colle contenant du dichlorométhane qui est interdit à partir de 2025. Ah. Pour ce faire, donc GF a mis au point une technique de soudure en infrarouge. Okay. Donc le transfert de la ligne d'acide sulfurique vers le local de dilution peut se faire en PVCU soudé à l'infrarouge. Le transfert de l'eau, lui, peut également se faire en PVCU ou en acier. On peut également, chose étonnante, utiliser de l'acier pour l'acide sulfurique concentré. Le seul problème, c'est que l'acier carbone résiste très bien à l'acide sulfurique concentré, mais si il y a des points humides, des zones humides ou de l'eau, la diminution de concentration fera en sorte que l'acier sera corrodé. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on va trouver? 2 lignes en PVCU amenant l'eau et l'acide sulfurique concentré. Mmh. À partir du moment où on va commencer le processus de dilution, on va changer de matière, car si le PVCU tient bien, résiste bien à l'acide sulfurique concentré, voire dilué, ses caractéristiques mécaniques au niveau pression-température sont très mauvaises. Et si, occasionnellement, ou si on risque d'avoir une réaction exothermique à un endroit du réseau, le PVCU ne résistera pas. C'est pour ce faire qu'on utilise préférentiellement du PVDF, qui a cette caractéristique de tenir très bien aux acides forts, mais également d'avoir une excellente tenue à pression et température. Généralement, pour les dilutions, on prendra du PVDF PN16, et un PN16 pourra résister jusqu'à 120 degrés Celsius à 2-3 bars, qui sont les pressions généralement admises pour assurer une dilution. Tiens, pour répondre à ta question. Petite parenthèse, ça veut dire quoi PVDF pour les auditeurs qui ne savent pas? C'est du, si je ne me trompe pas, du polyfluorure de polyvinylidane. Exactement. C'était un petit test pour voir si tu suivais. Ok. Et d'un point de vue sécurité, est-ce que tu penses que le double contained que propose GF est une solution envisageable pour justement avoir un peu plus de sécurité à propos de l'acide, qui est quand même assez Je dangereux? nuancerai ma réponse. Je dirais que pour le transfert de l'acide sulfurique, pour l'amener du local de déchargement vers la zone de dilution, c'est la solution. Une des meilleures solutions, c'est d'utiliser des tubes double paroi à ce niveau-là. À partir du moment où on rentre dans la zone de dilution, je préfère voir l'installation. C'est-à-dire que généralement, on admet que les zones de dilution d'acide sulfurique pour les process soient faites dans ce qu'on appelle des zones close process, où aucune personne n'est admise, qui sont des zones sécurisées. Ouais. Ceci permet de voir un peu comment le process s'effectue, et en cas de fuite, on voit immédiatement la fuite sur le réseau. On peut voir également si on a, si tu veux, des chocs ou ce genre de choses que l'on ne sait pas voir dans le conteneur. Donc, je nuance, le transfert de l'acide sulfurique se fera en conteneur. Dès qu'on rentre dans la zone qui est une zone fermée au personnel pour des raisons de sécurité, là, on travaillera en simple tuyauterie. Mmh. Ma prochaine question concerne encore un peu la sécurité. Et à ce propos, comment est-ce qu'on peut contrôler et automatiser le processus de dilution de manière simple, je veux dire? Non, il n'y a pas de chose simple en réalité. Il faut quand même être relativement prudent à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y aura des postes de régulation et des postes de mesure. Mmh. Il est certain que lorsqu'on fait une dilution d'acide sulfurique, il y a divers composants à mettre sur les lignes et il y a des sondes de mesure. On peut détecter une mauvaise dilution par des capteurs de température. Les capteurs de température vont être un indicateur des montées éventuelles de température en amont et en aval de la dilution. Comment fait-on pour automatiser ce genre de processus? On a 2 lignes qui vont se rencontrer, une ligne d'acide sulfurique, une ligne d'eau. Sur cette ligne-là, on va placer des débitmètres pour mesurer exactement la quantité, parce que ce qu'on fait, c'est une dilution. Donc on va rentrer de l'eau, par exemple, à une température ambiante, de l'autre côté de l'acide sulfurique à une température ambiante, à 96-98%. Prenons un exemple, on dilue, on veut de l'acide sulfurique à 78%. Le process demandant de l'acide sulfurique à 78%. 78% sera le point de consigne, c'est la valeur que l'on veut atteindre. Donc sur les lignes d'acide sulfurique et sur la ligne d'eau, on va asservir ces lignes par des vannes modulantes.
Ces vannes modulantes vont permettre de réguler, elles vont fonctionner pour un même point de consigne de manière identique. Plus j'ai d'eau, plus j'ai besoin d'acide sulfurique. Vu que je veux atteindre le même point de consigne, moins j'aurai d'eau, moins j'aurai d'acide sulfurique. La quantité d'eau qui rentre dans le process peut changer en fonction, par exemple, de variation de débit, d'une variation de pression. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a l'asservissement et la mesure. Mesure, débitmètre et vanne de régulation. Généralement, on sécurise en mettant également en amont des vannes de sectionnement tout ou rien. Au moindre problème, parce que le système sera asservi aussi avec, par exemple, si on a un décrochage de la dilution et que le taux de dilution n'est plus celui que l'on veut, on peut, via ces vannes de sectionnement, couper les deux arrivées, l'arrivée d'eau et l'arrivée d'acide sulfurique. On peut également le faire si on a une montée brutale en température. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie. Derrière ces vannes de régulation, on mettra des clapets anti-retour pour éviter qu'il y ait des retours d'eau, des retours d'acide dans les lignes. Chaque ligne devra amener son eau et son acide à un endroit bien précis. Cet endroit, c'est ce que j'appelle un mixeur. Donc, il faudra utiliser absolument un mixeur statique suffit pour assurer le bon mélange de l'eau et de l'acide. Ce mixeur sera dimensionné en fonction des débits, ils ont des plages de débit, en fonction du débit de sortie que vous désirez. Au sortir de ce mixeur, on retrouvera également une sonde de température et la sonde de dilution qui mesure la dilution, mais il faudrait également respecter des longueurs droites et augmenter la section de la tuyauterie pour ralentir la vitesse du fluide au sortir de ce mixeur. Il est très important d'assurer que les points de mesure sont placés correctement pour mesurer exactement la valeur que l'on désire. Par exemple, une accélération au sortir d'un mixeur n'est pas admissible. Tout ce que l'on dit, c'est de ne pas avoir un bon mélange entre l'acide et l'eau et d'avoir une stratification. Si vous avez une stratification, vu la densité de l'acide, on ne mesurera pas correctement le mélange. On mesurera peut-être un peu trop d'acide en fonction de la position. Donc, il y a tous des points à respecter. Une fois que j'ai dit ça, donc vous avez les longueurs, vous avez les coudes, les longueurs droites, les dimensionnements de section. Il faut veiller également à se référer à ce que GF préconise, ce sont les bras de flexion. Parce que en cas de choc, ou en cas de problème sur cette ligne de dilution, vous allez avoir, on peut avoir un phénomène de fatigue. C'est-à-dire, si la dilution ne se fait pas de manière continue et pérenne, vous aurez, au sortir, des fluctuations d'acide entraînant des chocs thermiques au sortir de votre mixeur. Ces chocs thermiques vont occasionner des phénomènes de réaction exothermique et donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez des augmentations de tension au niveau des tuyauteries, dilatation, contraction et fatigue qui risquent d'affecter les soudures. Je rappelle qu'une dilution en acide sulfurique se fait exclusivement soudure à l'infrarouge. Donc ça, on utilisera du PVDF, on utilisera des soudures infrarouges, on respectera les règles de bonne pratique, on s'assurera que l'automatisation est correcte, donc un dimensionnement tout à fait correct des débitmètres ainsi que des vannes de régulation pour éviter tout phénomène de pompage et garantir un fonctionnement continu. Je crois que c'est la meilleure chose à faire lorsqu'on fait une dilution de manière continue. Il y a d'autres manières, c'est par batch. Ici, je parlais de la dilution en continu. Je pense que ici, ça donne un aperçu de ce que l'on fait lorsqu'on dilue de l'acide. Oui, très clairement. J'ai ma dernière question, et c'est plutôt un truc concernant les nouvelles technologies, donc les technologies futures. Quelles sont les nouvelles technologies, selon toi, qui pourraient améliorer les processus de dilution de l'acide? Les nouvelles technologies, on peut, avoir, plus les sondes seront précises au niveau dilution, plus le temps de réaction, mais actuellement, on arrive avec ce qui est sur le marché à garantir, un fonctionnement tout à fait correct. Maintenant, il faut savoir que les ambiances sont très corrosives, que l'appareillage ou les sondes, généralement, il vaut mieux travailler avec des sondes
inductive parce que l'ambiance d'acide sulfurique et en cas de fuite peut altérer les parties électroniques relativement graves. Néanmoins, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quoi que vous ayez comme matériel, le plus précis possible, c'est l'endroit où vous le placez qui est beaucoup plus important que la précision de l'appareil. Je m'explique. Si vous placez des sondes de température pour savoir si vous allez avoir une réaction exothermique violente, il faut savoir où la placer. C'est-à-dire l'endroit le plus violent, c'est à l'entrée du mixeur. Donc il faudra placer cette sonde au plus près de l'endroit où le risque peut être avéré. Donc même une sonde normale peut donner d'excellents résultats si elle est correctement placée. Donc la mesure doit être significative de l'endroit. Si vous placez par exemple des sondes de dilution directement au sortir de mixeur, vous n'aurez pas la bonne valeur. Il faut donner au fluide le temps de correctement se mélanger et le point de mesure doit être assez éloigné pour s'assurer qu'à cet endroit-là, c'est la valeur exacte. Donc, il faut tenir compte aussi de certains paramètres de vitesse, des coudes et du design de l'installation. Ça, c'est relativement important. Un fluide s'écoulera un peu différemment dans un coude que sur une longueur droite. Donc, toujours veiller à ce que l'emplacement de vos mesures soit correct. Il en va de même pour les vannes de régulation. Ces vannes de régulation, vous demandez par exemple des longueurs droites amont-aval. Quelle que soit la précision de la vanne de régulation du positionneur, si cette vanne n'est pas correctement installée, vous pouvez utiliser n'importe quoi comme technique, ça va pas améliorer les choses. Donc je dirais une bonne compréhension de ce qui se passe dans la dilution est beaucoup plus importante que un appareillage ultra sophistiqué. Maintenant, avoir les deux, c'est bien. Hein. Oui, ça va forcément. Oui. Ok. Bon, écoute, merci Tonino pour ton temps et tes explications. J'espère que tout est clair pour nos auditeurs et merci à eux également d'avoir pris le temps de nous écouter.